Bonjour ou rebonjour, désolé pour l'interruption momentanée des programmes. Je vous redis bonjour, bonjour chez vous, bonjour pour cette édition un peu particulière du Deep Tech Tour, une édition digitale entre guillemets. J'ai découvert le terme il y a peu de temps. Vous êtes chez vous, nous sommes chez BPI France, en compagnie d'intervenants que je vais vous présenter dans un instant pour parler de ce pourquoi nous sommes tous ici, à savoir la Deep Tech. Et sans plus attendre, je vais passer la parole à Pascal Ribon, qui est un peu notre hôte aujourd'hui. La Deep Tech, il y a un grand plan qui a été lancé en janvier 2019. Vous en êtes l'opérateur quelque part. Décrivez-nous en quelques mots les grands axes de ce plan. Bonjour, bonjour Laurent, bonjour à tous. Effectivement, bienvenue à BPI France. Alors c'est un peu particulier, c'est une édition du Deep Tech Tour un peu particulière, puisque d'habitude nous allons à la rencontre des campus académiques, ce sont eux qui nous accueillent et pour nous c'est l'occasion de partager entre tous les acteurs de l'innovation sur le terrain. Ici, du fait des conditions que tu évoquais, nous sommes à BPI France et alors cette fois-là, on est ravis de vous accueillir et d'accueillir tout l'écosystème de PSL. Le plan Deep Tech, c'est un plan massif qu'a lancé l'État il y a bientôt 2 ans, 2,5 milliards dédiés au Deep Tech. Alors qu'est-ce que les Deep Tech, hein? Les Deep Tech sont des sociétés qui ont des produits, des services qui ont vocation vraiment à apporter une très forte valeur ajoutée sur leur marché et en mobilisant les résultats de la recherche d'aujourd'hui, des technologies qui s'appuient sur ce qu'est la recherche à la pointe de la science et donc qui vont permettre d'apporter des réponses aux problèmes qui sont les nôtres aujourd'hui, problèmes de santé, problèmes de transition climatique, problèmes de biodiversité, de transport, etc. Voilà. Et donc, BPI France, dans ce cadre-là, est opérateur de ce plan. Nous travaillons pour les porteurs de projets, pour les startups deep tech. Nous mobilisons beaucoup de moyens. Je disais, 2,5 milliards mis en place par l'État. Mais au-delà de ces moyens financiers directement pour les startups, il y a beaucoup d'actions à destination de l'ensemble de l'écosystème, parce que nous, BPI France, on est un des acteurs de l'écosystème, mais ce qu'on cherche, c'est à nouer des relations plus étroites avec l'ensemble de ce monde de l'innovation deep tech, dont font partie largement tous les acteurs académiques, mais aussi les fonds d'investissement de capital risque, mais aussi les organismes de transfert technologique. Voilà, tout un tas d'acteurs qui gravitent autour de ces porteurs de projets, de ces fondateurs de start-up, pour les aider à réussir, à devenir, pour certains, des licornes, pour d'autres, des belles ETI, pour d'autres, aller régénérer le tissu industriel existant. Voilà. Et donc, le Deep Tech Tour fait partie de cette dynamique de renforcement des liens entre les acteurs de l'écosystème. Alors, une licorne, c'est une société valorisée à plus d'1 milliard, si je me trompe pas. Voilà, c'est une très grosse Un des société. termes qu'on va peut-être découvrir cet après-midi. C'est ça. Il y a les licornes et les poneys. Il y a des Comme poneys on dit aussi. chez nous. Voilà. Et en 2 mots, rapidement, pourquoi alors, le Deep Tech Tour est habituellement au sein des campus, dans les universités. Pourquoi avoir voulu se projeter devant les étudiants, devant les chercheurs, les jeunes chercheurs qui vous écoutent? Alors, parce que les deep tech, comme je le disais, elles s'appuient sur des technologies à la pointe de la science et ça nous semblait important que, main dans la main avec les présidences des universités, des organismes de recherche, on puisse parler à l'ensemble de la communauté académique, les étudiants, les doctorants. Hein, je pense on a le concours e-PhD, les concours e-Lab, les chercheurs, pour que tous ils aient en tête le fait que leur recherche peut s'inscrire dans un projet de start-up et ça peut être une façon de la porter pour qu'elle ait un impact dans la société. Merci Pascal Ribon. Vous faites les transitions à ma place. Alain Fuchs, vous êtes aussi notre hôte quelque part, puisque vous êtes président de l'université PSL, qui est aujourd'hui à l'honneur dans ce Deep Tech Tour. Vous connaissez évidemment bien l'écosystème de la recherche, l'innovation aussi, pour avoir été président du CNRS pendant longtemps. Rapidement, qu'est-ce que fait PSL pour l'innovation? Alors, on peut faire de l'innovation sans le savoir, quelque part, c'est peut-être le cas depuis de nombreuses années. Alors, je pense que d'abord, merci pour cette organisation, merci aussi pour l'accueil de BPI France. Je crois que cette étape du Deep Tech Tour se justifie par le fait que s'est installée au sein de PSL, une université récente, moins de 10 ans ou après 10 ans,
c'est installer une véritable culture de l'innovation. Ça n'était pas au point de départ. Je vous rappelle que PSL intègre 11 établissements qu'on appelle des établissements composantes, qui sont très variées, et la culture de l'innovation n'était pas nécessairement présente partout. A priori, on ne pouvait pas imaginer obligatoirement que certains établissements, je pense à des écoles d'art ou à d'autres, étaient porteurs de cette culture de l'innovation. C'était plus le cas à l'ESPCI, pour des raisons que l'on connaît. Et je vois Jacques qui est là. C'était aussi le cas à l'École des Mines, par exemple. Et donc, en créant un service mutualisé PSL Valo, PSL Valorisation, ouvert à tout le monde et qui développe des opérations vraiment exceptionnelles. Maintenant, cette ouverture s'est faite de façon très très large et on peut dire que PSL a maintenant dans ses attributs une véritable culture d'innovation en plein développement. Qui a été portée par certains, dont effectivement M. Le Viner, qu'on va entendre dans un instant à l'ESPCI. Quand vous étiez au CNRS, l'innovation se constituait avant de manière un peu plus linéaire qu'elle le fait aujourd'hui. Vous en avez été le témoin. Je prends l'exemple du taxotaire, par exemple. Oui, il y avait une culture, ça a changé, ça a évolué. Et puis, ça a changé, bien sûr. Ça a évolué. Mais il y avait effectivement, quand j'ai pris la tête du CNRS, une culture d'innovation qui était autour du modèle, ce que j'appelais le modèle taxotaire. Le taxotaire, le modèle linéaire. Le taxotaire, c'est une molécule formidable, une invention de Pierre Potier exceptionnelle qui a rapporté beaucoup d'argent, sauf que c'est la seule qui rapportait réellement de l'argent, un médicament qui continue aujourd'hui à soigner et à guérir énormément de monde. Donc, c'est quelque chose de très très sérieux. Mais la culture taxotaire, c'était de dire que tout allait se passer comme pour le taxotaire. C'est-à-dire, et ça se fait comme ça un petit peu encore en pharmacochimie, pharmacologie, c'est en déposant brevet, et puis voilà, et puis on va attendre qu'à un moment donné, une entreprise veuille négocier une licence, et puis etc. Et puis on fait beaucoup de développement, et puis etc. Ça, c'est ce modèle linéaire qui veut prendre un temps infini parce que l'invention est exceptionnelle, et ça peut, voilà, et l'écosystème permet ça. Donc, ce qui se passait, et ça a beaucoup changé depuis, c'est qu'au fond, fondé sur cet exemple, on se disait que tout devait fonctionner de la même manière. Par exemple, de placer des niveaux de discussion de la propriété intellectuelle à des états tellement élevés que finalement ça dégoûtait un certain nombre d'entreprises. Donc voilà, les choses ont énormément changé au CNRS comme ailleurs, et aujourd'hui on est effectivement dans des modèles qui sont beaucoup plus souples, beaucoup plus adaptatifs, plus réactifs, et où on va chercher vraiment au cœur des laboratoires des inventions disruptives de très très haut niveau, pour essayer petit à petit et de façon adaptative à les faire passer le plus rapidement possible vers le marché. Donc ces modèles aujourd'hui, je suis content de voir que globalement l'écosystème d'innovation en France a quand même beaucoup évolué. Et au sein de PSL, c'est incarné par PSL Valorisation ou PSL Valo, comme vous le disiez. Voilà, absolument. C'est notre service mutualisé qui s'est mis en place, qui fonctionne très bien. L'origine, vous l'avez dit là, à l'instant, est-ce qu'on faisait de la deep tech avant la deep tech? Oui, on faisait ça. On faisait ça grâce à Jacques Léviner, qui est ici. Et donc, avant même que le mot existe, on en faisait à l'SPCI, et grâce à Jacques, ce modèle a été étendu à PSL. La grande idée, c'est quand même que grâce à une expérimentation du Fonds national de valorisation, on peut travailler sans nécessairement avoir de structure intermédiaire entre le milieu académique et le monde socio-économique. On peut travailler en mettant en place toute la chaîne, tous les éléments d'une chaîne de valeur qui va de l'invention de laboratoire jusqu'à la création de start-up, voire son développement. Donc, si vous aviez un message à adresser aux chercheurs aujourd'hui, ce serait pensez-y, allez-y. Oui, alors d'une part, il n'y a évidemment aucune incompatibilité entre faire de la recherche de base, faire de la recherche de très haut niveau, et penser à la valorisation et à créer une start-up ou disons créer de la valeur à partir de son invention, d'une part, et d'autre part, le message, je crois, est assez simple, c'est on est à votre service, venez, on vous attend. On voit de plus en plus de jeunes chercheuses intéressées par les questions de valo, etc. Ben voilà, on attend tout le monde, mais on est à votre disposition par l'intermédiaire de ce très beau service PSL Valorisation. Alors, ce que vous disiez à l'instant va être incarné en la personne d'Emmanuel Marciano après, et de Jacques Léviner qui nous fait l'honneur d'être présent, mais à distance. Juste avant de passer au parrain et à la marraine de cet événement, finalement,
Je voudrais donner la parole à M. Thierry Damermal. Vous êtes président, directeur général de l'ANR, l'Agence nationale de la recherche. Juste un mot de l'ANR, peut-être, pour si encore quelqu'un ne vous connaissait pas ici, parmi nos auditeurs. Bonjour à toutes et à tous, et merci à BPI France pour l'invitation. Donc l'ANR, Agence nationale de la recherche, créée en 2005. Pascal Ribon l'a rappelé, la Deep Tech est alimentée par la recherche et nous, on soutient, on finance des projets de recherche. Juste en quelques chiffres, chaque année, on soutient 350 jeunes chercheurs, jeunes chercheuses pour qu'ils développent leurs projets de recherche, montent leur équipe. Environ 900 projets de recherche collaboratifs entre académiques ou avec des entreprises, et puis un certain nombre d'actions de soutien à la recherche partenariale, laboratoires communs, dispositifs Cardo, dont il y en a plusieurs à PSL. Et quelle est votre politique, vos stratégies en termes de deep tech ou d'innovation, quel que soit le terme qu'on utilise, quelle est votre stratégie? Oui, la stratégie, pour la résumer, en 3 points. Le premier, c'est laisser une très grande liberté aux chercheurs. Et ça, c'est à travers l'exemple, l'appel à projet générique qui représente à peu près 70% de nos moyens. Il n'est plus du tout prescriptif. Il y a quelques années... Donc, l'appel à projet générique, c'est l'appel à projet en blanc, entre guillemets, qui permet aux chercheurs de... structuré par axe scientifique, mais c'était une documentation scientifique de 185 pages il y a quelques années. C'est aujourd'hui 30 pages, juste pour que... savoir auprès de quel axe déposer. Et ensuite, ce sont des comités d'évaluation scientifique correspondant à ces axes qui évaluent les projets. Donc, premier point, une très grande liberté des projets investigator-driven à l'anglo-saxonne. Le deuxième volet, c'est en revanche de renforcer l'articulation entre recherche et innovation à travers différents dispositifs et le soutien à la recherche partenariale, notamment par des laboratoires communs, je l'ai dit, par le dispositif Carnot, par les chaires industrielles, là aussi il y en a 5 à PSL. Et le troisième axe, c'est ne pas le faire seul, le faire en partenariat avec différents autres acteurs de soutien à la recherche et à l'innovation. Et c'est tout le sens du partenariat avec BPI France pour mieux articuler, on est complémentaires, on n'intervient pas sur les mêmes champs, mieux articuler nos dispositifs et surtout, pour les porteurs de projets, qu'ils soient académiques ou privés, donner une meilleure visibilité, mieux comprendre nos actions et mettre de la fluidification dans le système. Parce que l'écosystème de l'innovation, on va le voir, est un écosystème complexe, de l'extérieur en tout cas, quand on y est, ça va mieux, mais vous travaillez à le rendre plus simple, à le rendre plus accessible peut-être aux gens qui veulent y accéder, je pense à ceux qui nous écoutent, aux chercheurs. C'est en tout cas clairement notre objectif partagé avec BPI France, d'où notre participation commune à nos réunions d'information respectives, les revues de projets qui sont menées conjointement. L'objectif est vraiment de simplifier et de faciliter les échanges pour quelqu'un qui veut aller de la recherche vers une activité d'innovation ou une création de start-up. Et est-ce que votre rôle sera augmenté, grandi par la loi recherche qui en ce moment est en train de finir d'être votée, là, peut-être même à l'heure où on parle? La loi, oui, c'est une loi de programmation. Donc je rappelle qu'il y a les 10 ans à venir. Une loi de programmation dans le domaine de la recherche, la dernière étant en 1982. Donc c'est quelque chose d'important. Qui dit loi de programmation dit moyens. Et spécifiquement pour l'ANR, figurent des moyens qui sont très significatifs puisque la loi fixe une trajectoire qui fera passer notre budget de 750 millions d'euros aujourd'hui à 1,7 milliard en 2027. Mais sans attendre 2027, avec une progression très significative dès 2021, à la fois pour améliorer les taux de sélection, qui sont un sujet. Il y a quelques années, moins d'un projet sur 10 était sélectionné. Donc là, l'objectif déjà fixé pour 2021, c'est des taux de sélection de 23%, et mieux adapter nos instruments de soutien, d'aide à la recherche, aux besoins des communautés scientifiques, des chercheurs et des entreprises qui participent également. Merci beaucoup. Alors, Emmanuel Marciano, Jacques Léviner, on a fait original pour ce Deep Tech Tour. Vous êtes co-parrain, co-marraine de cet événement. Je vous présente tout de même rapidement, parce que je ne l'ai pas encore fait. Jacques Léviner, vous êtes l'ancien doyen innovation et entrepreneuriat de l'université PSL, et également directeur scientifique honoraire de l'ESPCI, dont on a entendu parler tout à l'heure dans la bouche de M. Fuchs. Et Emmanuel Marciano, vous êtes COO, on verra ce que c'est qu'un COO tout à l'heure, et cofondatrice d'Akemia, qui est une spin-off. On verra peut-être aussi ce que c'est une spin-off tout à l'heure. Il y a beaucoup de termes techniques de l'École normale supérieure. Jacques Léviner, je vous donne la parole à distance. Bonjour à vous. Vous nous entendez? Bonjour. Très bien. Oui.
Tout d'abord, un grand bravo sur l'initiative Deep Tech. Pourquoi? Parce que la France, qui avait une recherche de très belle qualité, n'arrivait pas à transformer en innovation et à transférer vers le monde industriel cette excellence qu'il y avait en recherche. Et donc, sensibiliser les chercheurs, sensibiliser les étudiants, c'était une opération tout à fait importante. Alors, moi, il se trouve que j'ai eu la chance de rentrer jeune chercheur à l'ESPCI, où il y avait une culture complètement exceptionnelle pour le paysage français, qui datait de Pierre et Marie Curie, de Paul Langevin, qui non seulement étaient des grands chercheurs, mais qui aussi déposaient des brevets, ont fait des inventions incroyables qu'on utilise encore pour certaines. Bien sûr, les brevets sont tombés dans le domaine public. Et donc, j'avais cette chance d'être là. Puis j'ai été protégé, comme j'étais un peu hors norme, j'ai été protégé par Pierre-Gilles Degène, qui était le directeur de l'école. On a construit un écosystème pour montrer que ce qu'avait fait Pierre Potier au CNRS, qui était formidable. Pierre Potier était un scientifique exceptionnel et un inventeur exceptionnel. Il a pris quelques du taxotère brevets, dont on parlait tout à l'heure. Et 2 de ces brevets ont été des blockbusters. La vinorelbine d'abord, puis le taxotère ensuite. Et comme l'a fort bien dit Alain Fuchs, l'écosystème français était hypnotisé par ces redevances qui tombaient au CNRS de la part de ces brevets. Et l'écosystème n'a pas réalisé que des brevets comme ceux de Pierre Potier, c'est comme tirer un billet de loterie gagnant. On ne peut pas baser une politique d'un pays sur un billet de loterie. À l'ESPCI, au contraire, on encourageait la création de start-up et évidemment, la création de PSL a été un extraordinaire moyen de démultiplier ce qu'on faisait à petite échelle. Avec PSL, on avait un établissement où des compétences multiples se retrouvaient, où des laboratoires de top niveau travaillaient, existaient, et donc on avait la possibilité de transformer des découvertes à la frontière de l'inconnu en permanence en innovation brevetable et en entreprise. C'était donc une aventure extraordinaire. Alors, il faut dire aussi qu'en 30 ans, beaucoup de choses ont changé. D'abord, il y a eu la loi d'Aubert-Allègre, je l'appelle d'Aubert-Allègre parce qu'elle a été initiée par d'Aubert et poussée par Allègre, Claude Allègre, qui a été une loi révolutionnaire. Révolutionnaire parce que pour la première fois, elle ouvrait un passage légal entre le monde académique et le monde industriel. Un chercheur pouvait être consultant dans une entreprise. Un chercheur pouvait créer une entreprise. C'était une révolution. Cette loi a été améliorée régulièrement au cours des années. Et en particulier, il n'y a pas très longtemps, la loi cadre a encore ajouté quelques petites améliorations et la nouvelle loi de programmation de la recherche va en ajouter quelques-unes. Donc vous voyez, toutes ces mesures ont permis de faire évoluer les mentalités. Et grâce à cette évolution, eh bien, on voit apparaître une éclosion de start-up. Et PSL est particulièrement bien placé. On a créé à PSL une cellule innovation entrepreneuriat. On accompagne le chercheur de manière très simple, très souple. On l'aide à déposer le brevet, on l'aide à réfléchir. Faut-il lancer une entreprise, pas la lancer? Faut-il le faire seul avec d'autres? On l'accompagne de manière extrêmement souple et réactive. J'emploie le mot volontairement, réactive. Le chercheur ne peut pas attendre des mois une réponse. À PSL, on répond vite. Et donc, la recherche, c'est une aventure. On sait que c'est une aventure, on est à la frontière de l'inconnu. Si on voit des opportunités, on oriente sa recherche dans le domaine qu'on voit. Eh bien, la création d'entreprises, c'est exactement la même chose. Les chercheurs ont tous les atouts pour réussir de belles aventures.
Merci beaucoup, Monsieur Léviner. Finalement, ce que vous venez de dire s'incarne en la personne qui est à ma gauche. Maintenant, Emmanuel Marciano, rebonjour. Vous vous connaissez d'ailleurs avec Monsieur Léviner. Alors, on va parler dans quelques instants vraiment de ce que vous faites. Mais en tant que marraine de l'événement, je voulais quand même que vous adressiez un petit message un peu personnel à ceux qui nous écoutent et vous expliquer les raisons de votre présence ici, quelque part, et ce qui vous y pousse. Alors, ce qui me pousse à être présente ici aujourd'hui, donc comme vous le disiez en 2 mots, moi, je suis cofondatrice d'une start-up issue de l'ENS, une spin-off de l'ENS, voilà, que j'ai cofondée avec un chercheur qui avait un groupe de recherche à l'ENS, qui avait développé une technologie là-bas et qui est utile dans la recherche de médicaments. Donc, c'est ce qu'on fait. Et donc, qu'est-ce qui me pousse à être déjà à avoir créé cette start-up dans la deep tech, c'est que, il y a cet aspect valorisation de la recherche française au plus haut niveau. On voit beaucoup de choses qui se passent aux États-Unis ou dans d'autres pays. Déjà, la fierté de se dire qu'on a une belle recherche en France et qu'il faut la valoriser. Le pendant de ça, c'est que cette recherche, elle peut avoir un impact sur le marché, sur notre société. Là, moi, je travaille dans le domaine de la recherche de médicaments. Se lever le matin pour dire qu'on travaille dans ce domaine, compte tenu du contexte actuel, c'est quand même une grosse source de motivation. Ouais. En plus du fait de créer sa propre société, c'est-à-dire partir de rien. On est parti de rien l'année dernière avec Maximilien et se dire qu'aujourd'hui, on emploie une dizaine de personnes. C'est un peu aussi notre contribution à la société. Après, au-delà de mon engagement personnel, un message peut-être aussi pour les gens qui nous écoutent aujourd'hui. Donc moi, je ne suis pas chercheuse, je viens du monde des grandes entreprises. Enfin, à la base, je suis ingénieur Supélec, mais j'ai passé 8 ans au Boston Consulting Group à conseiller de grandes entreprises. Je pense que là d'où vient la richesse de ce qu'on peut faire aussi avec la deep tech, c'est à la fois de la recherche, bien évidemment, tout part de là. Et il faut que des chercheurs se lancent. Plusieurs personnes l'ont dit aujourd'hui, et puis ça peut être en créant des startups, ça peut être aussi en valorisant via des brevets, des licences. Enfin, il y a plein de façons de le faire, et PSL Valorisation est là pour les accompagner et y réfléchir. Mais donc, il y a cet aspect de partager entre la recherche et peut-être des personnes qui viennent d'horizons divers et variés, notamment des entreprises qui ont cette vision un petit peu plus orientée marché. Et le cocktail des deux, même si c'est deux compétences et backgrounds très différents, peut faire des choses que, à titre personnel, je pense que c'est partagé par mon associé, assez incroyable. Donc, ne pas hésiter à se lancer. Et puis, l'autre message aussi pour les gens qui écoutent, au-delà des chercheurs, c'est que ça part de la science, mais après, il y a tout un écosystème qui vient les soutenir. Et le plus on parle de la deep tech et on valorise son attractivité par rapport à aussi d'autres verticales, un peu plus low-tech typiquement, au plus on va avoir les institutions publiques, les investisseurs privés, les grandes entreprises qui vont avoir envie de contribuer à la deep tech, à la valorisation de la recherche française et in fine avoir un impact sur notre société. Merci beaucoup Emmanuel. Alors on va passer, vous le disiez, on va passer aux travaux pratiques. Vous êtes un de ces travaux pratiques puisqu'on va analyser un petit peu le développement et la création d'Akemia dans un instant. Ça va être la deuxième partie de notre table ronde avec 3 exemples de start-up issus de PSL que je vais vous présenter dans un instant. Je vais remercier nos intervenants. On se retrouve tout de suite après une interruption prévisible et momentanée des programmes qui va durer une petite minute ou deux. Restez avec nous et on revient dans un instant. Merci à tous. Long gone, gone wrong. Hold on. Ouais, c'est le fameux mot pour PSL. Ce qui me permettrait de raconter de PSL, c'est pas un seul mot, mais plein de mots. C'est plein d'écoles, donc plein de monde. Ambiance. La bienvenue, oui, bien sûr. Campus. Diversité. Décryptage. Disque soupe. Débat. Diplomatie. Émotion. Échange. Étudiant. Engagement. Équipe. Excitant. Futur. Humanitaire. International. Innovation. Lettres. Mixité. Je dirais malin. Orchestre. Ouverture. Paris. Paris. PSL. PSL. Paris Sciences et Lettres. PSL. Plus que jamais. Recherche. Sport. Solidarité. Start-up. Sacre. Thèse. Transdisciplinaire. Université. Vie étudiante. Voyage. Ça vous le dites bien. Ça donne l'image d'une université qui rassemble toutes les écoles. Ça, c'est PSL. Quand on en parle, c'est vraiment pour nous une communauté.
Rebonjour chez vous à nouveau. Laurent Simon pour vous servir. Et je suis en présence de 3 personnes que je vais vous présenter dans un instant. Vous êtes dans la deuxième partie de cette plénière qui s'appelle Émergence, qui est consacrée à l'histoire d'une start-up. Cette start-up s'appelle Energo, je vais vous le présenter dans un instant. Émergence parce que c'est la start-up qui est à son stade le plus précoce de développement. Elle sera suivie par une deuxième start-up qui sera en stade d'accélération, donc un stade dit intermédiaire. Et enfin, un troisième start-up, est-ce qu'on peut encore l'appeler start-up? On verra avec ses fondateurs à la fin, qui lui est à un stade de maturation, donc le plus avancé. Bonjour à vous 3. Bonjour. Bonjour. Alors, à ma gauche, et dans l'ordre de gauche à droite pour vous, public, Vincent Piepora. Je n'ai pas écorché votre nom. Très bien. Merci beaucoup. Stéphanie Ognier, enchantée. Et Love Valécha, enchanté. Je vous présente en 2 mots, puis ensuite on repassera à une bio un peu plus rapide de vous. Vincent Piepora, vous êtes CEO, donc PDG, on peut dire? Oui, c'est ça, président. Ouais, président et cofondateur d'Energo, la start-up dont on va discuter. Stéphanie Ognier, vous êtes chercheuse à Sorbonne Université et cofondatrice d'Energo également. Et Love Valécha, vous êtes entrepreneur en résidence à Agoranov dont on va parler tout à l'heure. Ok. Pardon? Je l'étais, enfin, j'y étais à Goranov et plus maintenant. Ah, vous allez nous expliquer alors, très bien. Peut-être d'abord, on va commencer par vous deux, Vincent Piepora et Stéphanie Ognier. Juste en 2 mots, je ne vous demande pas de pitcher, parce que c'est un peu vous devez le faire beaucoup, j'imagine, dans cet écosystème. Mais expliquez-nous en mots simples, comme si j'étais un enfant de 5 ou 6 ans ou de 8 ans, peut-être, ce que vous faites au sein d'Energo. Il est question d'hydrogène, on sait que c'est pas une mode, bien sûr que non, mais on est en plein dans l'actualité, en tout cas. Vincent, et puis Stéphanie aussi, après. Je vais commencer. Donc, Oui, Energo, oui, on parle d'hydrogène, mais pas que. On parle aussi de CO2 et de déchets plastiques. Donc, nous, Energo, qu'est-ce qu'on fait? On développe et commercialise des réacteurs catalytiques qui permettent de faire justement, enfin, c'est un gros mot, réacteur catalytique, mais on fait une réaction chimique de transformation du CO2 ou de déchets plastiques en méthane. Le méthane, c'est le gaz de huile. Donc, l'objectif, c'est de produire du gaz vert. Donc nous, on est une start-up qui propose un produit industriel qui est amené à être acheté par d'autres industries. Un procédé donc décarboné, si je comprends bien. Exactement, on décarbone le gaz, on produit du gaz vert issu de recyclage de CO2 ou de matières plastiques. Donc on pourra discuter du fait si vous faites de la deep tech ou de la climate tech, parce que j'ai appris que ça existait, la climate tech aussi. Oui, alors un peu entre les deux, on va dire. On dit plutôt deep tech, nous. Quel est votre bio, entre guillemets, votre cursus, comment vous êtes arrivé aujourd'hui à Energo, et on verra ensuite comment vous vous êtes rencontrés? Alors moi c'est très simple, je suis un ancien de Chimie Paris, Chimie Paris Tech PSL. J'ai ensuite travaillé 12 ans chez Total en tant qu'ingénieur procédé, et j'ai eu une forte appétence pour les gaz et les énergies renouvelables. Donc après tout ce temps, j'ai souhaité commencer une nouvelle étape dans ma vie qui est l'entrepreneuriat. J'ai pris contact avec mes anciens professeurs, dont Stéphanie qui est à côté, et j'ai remarqué qu'ils avaient une technologie extrêmement avantageuse qui permettait de produire un gaz vert compétitif et extrêmement rentable pour les clients. Donc, question un peu personnelle, vous étiez dans un grand groupe, Total, oui. Vous l'aviez cité un instant, et vous vous êtes dit à un moment donné, il faut que je bifurque un peu, il faut que je trouve une idée qui me Oui, exactement. Qui me relance. Alors les grands groupes sont une très bonne école, j'ai appris énormément de choses. Total est une très belle boîte, mais après 12 ans, j'ai eu envie de partir et d'avoir les mains libres et de développer de nouvelles choses. Stéphanie, donc vous connaissiez déjà avant, je comprends que Vincent vous a rappelé, vous êtes toujours chercheuse aujourd'hui au sein d'un laboratoire? Oui, tout à fait. L'histoire, elle a commencé pour nous au laboratoire en 2015. On a commencé à travailler sur ce procédé de méthanation du CO2. On a eu tout de suite des résultats très intéressants, ce qui nous a conduit à déposer un premier brevet en 2015. Et puis après, on a continué à travailler en espérant que ça intéresserait quelqu'un. Et puis la rencontre, elle s'est produite surtout lors d'une rencontre entre industriels et académiques qui avait été organisée par les alumni, les anciens élèves de Chimie Paris Tech. Et c'est à ce moment-là, en fait, que Vincent a pris connaissance de notre technologie. Et depuis, l'aventure continue, puisque
peut-être tu vas en parler, Vincent, mais en 2017, Energo a été fondée par Vincent, un pool de scientifiques académiques et puis PSL. Et comment ça s'est joué? Quel a été un moment où vous vous êtes dit, je veux faire ça à 100%? Et ça a pris combien de temps entre le moment, entre le germe de l'idée, on va dire, et sa transformation dans la vraie vie? Donc, comme le disait Stéphanie, en 2017, j'ai commencé à étudier un peu plus le marché du gaz vert, on va dire. J'ai eu l'idée un peu de voir ce qui se faisait. Je vais faire un petit benchmarking. J'ai remarqué quand même que les solutions actuellement mises en œuvre sont assez coûteuses. Et c'est justement au cours de cette rencontre que j'ai effectuée avec mes anciens profs de chimie Paris, j'ai remarqué qu'ils avaient un procédé qui était vraiment de rupture, une innovation impressionnante qui permettait de réduire énormément les coûts de production. Vous en avez conscience de ça? Non. Pour être honnête, on n'avait pas vraiment identifié... Vous aviez breveté quand même, mais vous disiez que... Alors, en fait, on avait l'impression qu'un des avantages de ce procédé, c'était de travailler à faible température. Mais en fait, ce n'était pas forcément l'avantage le plus intéressant d'un point de vue industriel, puisque c'est plutôt la pression. Et c'est vraiment ça que nous a apporté Vincent, puisque lui, il est sur le terrain industriel et il arrive mieux à définir quels sont les points forts et les points faibles d'une technologie, alors que nous, c'est plutôt quelque chose qui est plus difficile pour nous, parce qu'on n'a pas ce côté industrialisation, en fait. Ça, vous pensez recherche fondamentale, acquisition de connaissances. Oui. C'est bien ça. Et pas nécessairement besoin ou marché. Non, on ne voit pas quels seraient les verrous lorsqu'on veut passer à une échelle plus industrielle. Ça, on n'en a pas forcément conscience. Et c'est plus le cas maintenant? Oui, bien sûr. Le fait d'être dans cette start-up fait qu'on a une vision beaucoup plus claire de la réalité du terrain pour ce type de technologie. Alors, comment vous avez été accompagné dans ce développement, Vincent? Et il faudra entendre l'œuvre après sur ce point-là. Alors moi, on ne fait pas ça seul? Non, on ne fait pas ça seul. Et on a deux amis. Alors moi, je dis les deux amis, c'est PSL Valorisation et BPI. Alors PSL Valorisation, c'est la filiale de valorisation de PSL. Exactement, avec Bruno Rostand. Pourquoi? Parce que quand on fait de la deep tech, ce sont des temps de développement qui sont assez longs. On part du laboratoire avec un TRL de 4 à peu près. Et il faut faire un premier réacteur industriel avec un TRL qui est plutôt de l'ordre de 6. Ça demande des moyens. Un TRL. TRL, c'est Technical Readiness Level. En gros, c'est une échelle de 1 à 10. 1, c'est l'étude papier, et 10, c'est le produit de tous les jours. D'accord. Donc à 1, on n'est pas prêt du tout. À 10, on est prêt. Exactement. Donc 4, c'est une manip de labo. Et 6, c'est un démonstrateur industriel et une première commande. Donc ce temps-là va prendre plusieurs années et va nécessiter un encadrement des professeurs, une paillasse, des locaux. Ça, c'est ce qu'offre PSL, accompagnement en création d'entreprise. Et BPI offre beaucoup de moyens de financement de cette deep tech. Donc, grâce à cette combinaison de ces deux éléments, on a pu développer notre premier démonstrateur industriel qu'on va installer cet hiver. Et aujourd'hui, vous faites ça à 100%? Voilà, exactement, on fait ça à 100%. Donc c'est un grand pas qui va être franchi dans pas longtemps. Oui, on doit. Donc nous, on termine un peu les manips laboratoires. Enfin, on continuera toujours à faire du laboratoire, mais on est à 100% sur la construction d'un démonstrateur industriel qui sera installé dans une ferme et qui va produire du biogaz à partir de dioxyde de carbone. Pardon. Donc on met le pied dans la réalité. Exactement. On sort du laboratoire. Love, décrivez-nous en deux mots déjà ce qu'est Agoranov, parce que tout le monde ne le sait pas encore. Ok. Agoranov, c'est un incubateur public qui accompagne du coup des startups dans la deep tech, notamment dans le domaine de l'industrie et de l'environnement, de la santé et du numérique. Et en plus des locaux qu'on offre aux entrepreneurs en plein centre de Paris. Dans le 15e, je crois. Dans le 6e. Ah, en 6e, pardon. Ouais. Ils bénéficient également d'un accompagnement personnalisé par un chargé d'affaires, mais aussi un accès à des événements de notre programme d'accélération animé par un réseau d'experts. Et du coup, dans ce cadre-là, on a pu pré-incuber Energo et aider dès le début Vincent sur la création de l'entreprise. Donc pré-incuber, c'est même avant la création de la société, en fait. On a une idée, il y a une collaboration qui se crée et les gens viennent vous voir. Exactement. Et vous leur offrez des locaux, un accompagnement. Des locaux, des laboratoires, un réseau d'alumni, nos liens directs avec des institutions publiques. Et également un accès à un réseau d'alumni qui est assez énorme. On a pu accompagner des boîtes comme Doctolib, Criteo, Insect,
plus de 6 boîtes qui sont cotées en bourse aujourd'hui. Des licornes, pour le coup. 3 licornes, oui. Doctolib, Criteo. Ouais. Et Dataiku. Et je ne la connais pas, la dernière. Ouais. Voilà, du coup, on a eu 450 projets, plus de 12 000 emplois créés et plus de 1,8 milliard d'euros de levée de fonds de nos startups. Et ça vous a apporté quoi, cet accompagnement à vous deux? Alors, je ne sais pas si vous y étiez aussi, du coup, physiquement, je veux dire. Vous êtes toujours au laboratoire? Oui, nous, ce que ça nous apporte, c'est que cet accompagnement, il a permis à Vincent d'avoir ses premiers locaux au sein de Chimie ParisTech. Et donc, il y a forcément une proximité et des synergies beaucoup plus fortes qui sont possibles grâce à cette proximité géographique. L'histoire s'inscrit dans la géographie, souvent, c'est ce qu'on dit. Vous confirmez, Vincent Piepora? Oui, c'est important. C'est important d'avoir des locaux et dans la deep tech d'un laboratoire qui fait défaut, qui est accessible difficilement en région parisienne. Dernière question un peu rituelle. Dans 10 ans, vous voyez où? Parce que vous êtes propriétaire, entre guillemets, d'une technologie qui est certainement appelée à se développer, en tout cas qui... Tout le monde pense qu'elle va se développer. Dans 10 ans, vous voyez où? Alors, dans 10 ans, vous les voyez où après? On verra si vous êtes d'accord. 10 ans, c'est un temps extrêmement long puisque tous les mois apportent son lot de nouveautés. Alors dans un an? Oui, bien sûr, je taquine. Dans un an, nous, comme je disais tout à l'heure, on a notre premier démonstrateur industriel, donc, qui est une première machine qu'on va installer. Nous, on est actuellement 4 salariés. Donc, qu'est-ce qu'on va faire plus tard? C'est de continuer de travailler avec les laboratoires, continuer de faire de la recherche et de continuer d'embaucher et de vendre nos produits industriels. Stéphanie, dans un an, c'est ça. Un an ou 10 ans, comme vous voulez. On va prendre dans 10 ans, alors 10 ans. de mon côté. Dans 10 ans, j'espère que Energo sera devenue une belle entreprise. On sera toujours cofondateur et actionnaire, et j'espère qu'on aura toujours l'opportunité de participer, notamment en tant qu'expert scientifique, à cette aventure. Et puis, j'espère aussi que dans 10 ans, on aura des belles surprises, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est aussi une technologie pour la transition énergétique, et c'est vrai que ça nous tient tous à cœur. Et donc, j'espère que dans 10 ans, il y aura beaucoup de succès pour cette entreprise. Love, future licorne alors? J'espère. En tout cas, une belle PME qui recrute beaucoup, même si ce n'était pas gagné dès le début. Super. Merci beaucoup à vous trois. Je vous invite à patienter 2 petites minutes, encore une fois, le temps que les intervenants suivants se préparent. Et on va se rejoindre dans un instant avec Emmanuel Marciano, Maximilien Levesque et Sacha Loiseau. Merci à vous. Merci. Et à très vite. Bonjour à tous. Vous connaissez le principe, je vous le réexplique tout de même. 3 startups, la première était à l'instant, la deuxième est incarnée par les 3 personnes qui se trouvent à ma gauche.
à votre droite, je ne sais pas comment on dit. Emmanuelle Marciano, vous la connaissez, je la représente rapidement, COO et cofondatrice d'Akemia. Maximilien Levesque, CEO, on expliquerait la différence quand même, hein, et cofondateur d'Akemia. Et Sacha Loiseau, à droite, Venture Partner chez Elaya. Vous expliquerez également ce qu'est Elaya tout à l'heure. Emmanuelle Marciano, vous aviez tout à l'heure esquissé votre biographie, vous venez du secteur privé. Comment est-ce que vous en êtes arrivé là, aujourd'hui, à Akemia? Et on verra ce qu'est Akemia après avec Maximilien. Je suis arrivée là par opportunité, par chance, comme beaucoup de choses dans la vie. Donc moi, ça faisait 8 ans que je travaillais dans la même société qui conseille de grandes entreprises. Et je voulais me lancer, j'avais envie de créer une start-up, voir ce que c'était, un peu à partir de rien. Mais et la deep tech me plaisait bien. Je me disais qu'il y a déjà tellement de choses qui ont été faites dans la low tech en général. Pourquoi pas essayer de partir de quelque chose avec de l'innovation et des barrières à l'entrée. On dit que low tech, c'est pas beaucoup de tech, quoi, justement. Low tech, c'est une appli de mise en relation de deux personnes, des acheteurs, des vendeurs, par exemple. Des applis, plein de gens en ont déjà créé. On n'est pas là pour trouver des hôtels, c'est autre chose. Alors, on peut trouver des hôtels avec de la deep tech, mais en général, la low tech suffit. Voilà. Là, l'idée, c'était de trouver de la belle science et qu'elle puisse résoudre un problème complexe et un vrai problème. C'est-à-dire que là, on se parle de recherche de médicaments, c'est quelque chose qui est difficile, long, coûteux et de plus en plus difficile, long, coûteux. Ouais, on va le voir tout à l'heure. Voilà. Mais comment j'en suis venue là? C'est que du coup, je voulais monter une société. Je voulais pas le faire toute seule. C'était mon point d'entrée. Et en fait, j'ai eu la chance de rencontrer Maximilien. On s'est fait mettre en relation par un ex-ENS, ex-BCG. Donc, il y avait dans le CV nos deux CV à tous les deux. Et on a commencé à discuter ensemble. Maximilien avait une techno qui paraissait complètement innovante et disruptive et qui intéressait déjà des acteurs privés. On discutait à l'époque aussi déjà avec une Big Pharma qui semblait intéressée. Big Pharma, c'est une industrie pharmaceutique. Tout à fait, l'industrie pharmaceutique. Non, j'essaie de traduire au fur et à mesure. Merci, c'est gentil. Et donc, on s'est dit qu'il y avait un grand potentiel à créer ça potentiellement ensemble. Et puis, comme tout, on a commencé ensemble dans un café. Puis, en fait, ça a pris. Et aujourd'hui, on a une société de 10 personnes qui fait de la recherche de médicaments par ordinateur. Très bien. On va en reparler dans un instant. Donc, Maximilien, effectivement, la rencontre et puis la création de la société. Ça fait combien de temps maintenant là, que vous y êtes tous les deux? Ça fait 1 an et demi qu'on y travaille 100% de notre temps. Et Akemia a été créé en juin 2019. 100% de votre temps, vous l'avez précisé, c'est important? Y être à 100%? Est-ce qu'on peut y être à 50%, 60%? Alors, est-ce qu'on peut? Je ne sais pas. En tout cas, pour ce qui me concerne, c'est plus que 100%. Enfin, c'est au taquet de mon temps. Ouais. Le maximum. Ouais. Pour être très concret, je suis en disponibilité du CNRS. Je suis un ancien chercheur. Alors, c'est là où je voulais en venir. Vous étiez chercheur au CNRS, donc vous avez quelque part une stabilité de l'emploi. Ouais. Vous aviez de la visibilité sur votre avenir. Oui. Mais pourtant, vous avez décidé de faire un pas de côté en montant ce projet. Pourquoi? Alors, oui, j'étais chercheur CNRS. Oui, j'ai eu l'immense fierté de faire partie du CNRS, d'avoir le concours il y a 6-7 années de ça. Après, postdoc au UK, à Oxford et à Cambridge, et puis après une thèse en mécanique quantique théorique. Donc, c'était un énorme achievement et un plaisir au quotidien de parler avec mes pairs et de faire de la science je crois, le plus sincèrement possible. J'espère que c'est vrai, du plus haut niveau. Mais à un moment, il y a une envie, des rencontres, des possibilités. Et Emmanuel a parlé d'une partie des rencontres, certainement la plus importante. Donc à un moment, il faut se décider. Soit on essaye de faire pousser sa technologie par quelqu'un d'autre, etc. Soit moi, j'avais envie de pousser moi-même, tirer, et pas de le faire seul. D'où l'attente de la rencontre avec Emmanuel. Pour me lancer à 100%. Donc Akemia, en 2 mots, on n'en a pas beaucoup parlé jusqu'à présent, mais c'est Alors vous concevez des molécules, plutôt vous assurez que la molécule correspond à sa cible, si j'ai bien compris. Donc c'est une sorte d'appli de rencontre entre molécules et récepteurs, c'est ça? C'est vrai qu'un de nos premiers business angels, quand on lui a présenté l'idée, il a appelé ça le Tinder des molécules. Ah, c'est le terme que j'avais en tête, ouais. C'est pas ça? Enfin, l'idée, c'est au tout début de la recherche d'une nouvelle molécule thérapeutique, d'un futur médicament. Il y a donc évidemment une maladie et puis des biologistes, des médecins qui identifient ce qu'on appelle une cible thérapeutique. Un récepteur. Exactement, une enzyme, quelque chose, une protéine qui fait que, à un moment, elle fonctionne pas comme prévu dans le corps humain, par exemple à cause d'une mutation. Et c'est le dérèglement et ça cause la maladie. Et donc, la clé, ce récepteur, cette cible thérapeutique,
C'est le verrou. Il faut trouver la clé qui va venir l'inhiber ou l'empêcher de mal agir. Et ça, vous le faites à haute vitesse. Et c'est ça qu'on fait dans Akemia. On a de l'intelligence artificielle qui invente des molécules, comme des intelligences artificielles inventent des images de chatons. Nous, on invente des molécules et on a cette techno qui vient de l'ENS-PSL qui permet de scorer, qui permet de dire oui, c'est une bonne molécule ou non, c'est une mauvaise molécule. On prédit la qualité de la molécule générique. Donc, en un mot, pour une cible thérapeutique, on invente la bonne clé, la bonne petite molécule. Tout au début de la recherche pharma. Ensuite, il y a 10 ans de recherche et développement après. Le temps long, effectivement, dans la biotech, souvent, entre les essais cliniques, etc. Exactement. Voilà. Exactement. Sacha Loiseau, donc vous êtes chez Elaya. Elaya, je crois que c'est bien de présenter Elaya. C'est un fonds d'investissement qui s'occupe précisément et beaucoup de deep tech. En 2 mots. Ensuite, votre parcours, ce sera intéressant parce que vous êtes vous-même scientifique et chercheur. Moi, je suis effectivement aussi un scientifique de formation. J'étais astrophysicien. Je suis devenu entrepreneur en technologie médicale il y a une 20aine d'années. Donc, j'ai créé une société qui s'appelle Monakea, qui est une société cotée en bourse qui a inventé un nouveau procédé de diagnostic précoce de cancer par un nouveau type d'imagerie. Et puis, de fil en aiguille, je suis aussi devenu investisseur à titre privé dans des sociétés de technologie médicale. Et puis, il y a 2 ans, j'ai rejoint effectivement un fonds d'investissement en tant que venture partner, donc le fonds Elaya, qui est un fonds qui investit principalement dans des sociétés de technologie, dont des sociétés dites de deep tech, que vous avez donc définies, qui sont souvent à un stade très précoce de développement, donc comme Akemia, parfois aussi dans de la tech à des stades plus avancés. Donc moi, je suis là pour accompagner le projet en tant que membre du comité stratégique ou du conseil d'administration, je ne sais plus comment on l'appelle, et essayer d'accompagner le mieux possible Maximilien et Emmanuel dans leur aventure. Est-ce que le fait d'être scientifique, ça vous aide dans la compréhension de ce qu'ils font? Non, en pratique, je ne comprends vraiment rien de ce qu'ils font, de toute façon. Non, oui, j'espère que ça m'aide un petit peu, ouais. Dans la démarche, au moins. Non, je pense qu'être scientifique de formation, puis ensuite entrepreneur, ça permet d'avoir un lien fort avec cette aventure-là. Question que j'ai adressée aussi à nos précédents intervenants, mais aujourd'hui, il y a combien de personnes dans Akemia? Vous êtes combien? Aujourd'hui, on est 10. Vous êtes 10, et dans 1 an, dans 10 ans, vous voyez Akemia où? On parle de licorne, c'est peut-être un faux objectif, hein, ça n'a peut-être pas d'importance, c'est l'histoire de licorne, mais vous voyez où? Alors, on n'est pas voué à devenir avoir 1000 personnes, 2000 personnes à un moment donné. On est dans une industrie du software qui est assez scalable et la recherche de médicaments, c'est projet par projet. On ne va pas en traiter des dizaines et des dizaines. Je vais traduire scalable, scalable, je vais le traduire. Je pense que scalable, c'est qu'il peut changer d'échelle facilement. Voilà. On part de 1, on arrive à 10 facilement. Voilà, tout à fait. Allez-y, pardon. Je vous en fait, on a un métier qui est quand même très imprégné de science. Il y a besoin aussi à un moment donné d'avoir la patte, l'œil du scientifique, et toute la recherche de médicaments, c'est aussi ça, avoir le chimiste qui regarde les molécules potentielles médicaments qui ressortent. Ce qui fait que pour répondre à la question, on ne va pas embaucher des milliers de personnes. En revanche, on embauche très activement d'ailleurs en ce moment des ingénieurs machine learning et des chercheurs en chimie théorique et chimie médicinale. Vous pouvez vous adresser à la caméra si vous voulez passer une petite annonce. Et où on se voit comme une société qui est capable de contribuer à la recherche de médicaments, trouver des petites molécules intéressantes, à la fois dans des collaborations avec des entreprises pharmaceutiques qui ont besoin de trouver des molécules pour leur cible thérapeutique. Et on se voit aussi comme nous-mêmes réfléchir à des maladies qu'on veut adresser, donc se saisir de cibles thérapeutiques, générer des molécules pour cela, et pour les plus prometteuses qui pourront devenir ensuite des biotech, idéalement peut-être des dizaines de biotech, si on réussit à augmenter les taux de succès grâce à notre technologie. Maximilien, j'imagine que vous êtes raccord avec cette vision. Complètement aligné avec ça. Je rajoute que dans 10 ans, considérant les temps de la recherche et développement des médicaments, dans 10 ans, il y aura un énorme milestone. On aura nos premières molécules qui, j'espère, arriveront sur le marché et soigneront des gens. Ils soigneront des gens à l'hôpital ou en ville. Ouais. Exactement. Donc, comme on veut faire ça des dizaines de fois, ce sont les premières d'une, j'espère, longue série. Ouais, carrément. Faut pas traîner. Sacha, si vous êtes là, c'est que vous y croyez aussi. On y croit absolument, on y croit depuis le début. Encore une fois, on accompagne les 2 créateurs depuis le début et on pense que c'est vraiment une possibilité de changer le paradigme de la découverte de nouvelles molécules et donc effectivement de faire une grande histoire. On a tout ce qu'il faut en France pour la réussir et donc voilà, on est très excités. Merci beaucoup à vous 3.
C'est terminé pour cette deuxième partie. Je vous remercie vous déjà. Je vous remercie de m'avoir écouté. Et on est là dans 2 minutes pour la troisième partie de cette table ronde qui va durer encore quelques minutes. Merci beaucoup. Vous pouvez déposer. Bonjour à tous, bonjour à nouveau. Bienvenue à tous pour cette troisième et dernière partie de notre plénière du Deep Tech Tour, qui n'est que la première partie de cet après-midi. Il y a un long programme qui vous attend après. Je suis en présence de 3 autres intervenants qui sont apparus comme par magie à côté de moi. Fred Dom, qui nous fait l'amitié d'être là, cofondateur et CFO de... Alors, do we say IFIBio or IFIBio Therapeutics? Les deux. IFIBio Therapeutics with a horrible French accent, OK. Franz Ember, qui est CEO de Fluigent, et Laurencio, qui est tout à droite, qui est Head of Integration chez Sanofi. Bon, pardon. Drug Discovery, Integrated Drug Discovery. Head of Integration Drug Discovery. Désolé. Let's begin with you. I will talk in English. You understand and speak perfectly French, but you insisted to speak English, so let's do it in English. I like to give people challenges. That's my daily job, so here I take the opportunity. And I thank you for that. Let's have a quick overview of your biography. Where do you come from? And, yes. So I am from the Netherlands. I come from Rotterdam, and I have a background in finance and administration, so I'm not a scientist. And to make it very clean and simple, my passion is to bring new science to the market. And I started with a cup of coffee at the l'ESPC with Andrew Griffiths, Jérôme Bibet, and Dave Waits from Harvard. And I have a background in starting companies, and so HiFiBio is the third company I'm doing. And I was impressed by the science and the research that was done at l'ESPC. So it was an easy decision to start a company. And Paris is not the worst place to start a company. That's what I learned. You tell us. Yes, I can confirm yes. And so today, HiFiBio is a company that is using a microfluidics technology for antibody drug discovery. So we should talk. We have today more than 30 employees in Paris. About 25 in Cambridge, US, and 25 in Shanghai. Just give us a quick explanation about what is microfluidics. It's not very... Jacques could answer that, or Franz could answer that. I'm the finance guy, but perhaps because we're a client of you're right. Et en français, c'est plus facile, non? No, so microfluidics... So you speak French?
Perfectly. Quelques mots. No way. You speak So, perfectly. so microfluidics is basically using very small liquid volumes to perform an analysis, in our case, of a B cell, in order to identify which B cells able to generate the best possible antibody that could be used for further development of ultimately a medical treatment. Donc, on est dans la biotech et dans le développement d'anticorps, très précisément grâce à la technologie dite de microfluidique. Peut-être que vous pouvez nous en dire un mot, parce que c'est pas très connu, mais c'est très important actuellement dans le développement. En effet, donc peut-être en 2 mots, François Ambert, donc je dirige Flugent, un leader mondial dans l'instrumentation microfluidique. J'ai un background d'ingénieur et docteur. J'ai passé une petite quinzaine d'années dans un très grand groupe industriel international très porté sur l'innovation. Il y a 5 ans, j'ai décidé de me lancer dans l'entrepreneuriat. Donc, je vais arriver à la microfluidique. C'est une des choses qui m'a fait passer ce saut de grand groupe à l'entrepreneuriat, cette technologie de rupture qu'est la microfluidique. Alors, pourquoi ? Pour qu'on comprenne bien, qu'est-ce que ça change, la microfluidique ? Pourquoi vous dites de rupture ? Donc, la microfluidique, c'est une technologie, une science qui manipule, qui véhicule des liquides dans des toutes petites échelles. Donc, vous imaginez une carte électronique. Je pense que tout le monde voit à quoi ressemble une carte électronique. Eh bien, à la place des fils en cuivre, ce sont des tout petits tubes, donc un petit peu plus larges que des cheveux, dans lesquels on va faire passer des liquides et auxquels on va pouvoir faire tout un tas d'expériences. Donc, c'est une technologie qui permet de miniaturiser. Donc, au lieu de travailler sur des grands réacteurs, comme on peut voir dans certaines industries, on va travailler sur des toutes petites puces qui ont cette taille-là. On automatise énormément les process qui sont mis en œuvre. Donc, on réduit les quantités, on réduit les coûts, on va plus vite, on est plus fiable et on est proche. Ce sont des mini-laboratoires. La microfluidique, elle existe déjà dans plein de domaines aujourd'hui. Elle existe dans les imprimantes à jet d'encre. Elle existe dans les tests de grossesse qui sont faits à la maison. Elle existe aussi dans toutes des technologies de séquençage à très haut débit, ce qu'on appelle le NGS, qui permettent des diagnostics qui ne sont pas possibles sans cette technologie-là, parce qu'on s'intéresse à énormément d'objets qu'on va pouvoir générer extrêmement rapidement, des tout petits objets donc qui consomment très peu de réactifs, qu'on génère très rapidement et qu'on va pouvoir analyser derrière. Et vous disiez, vous nous en donniez à l'instant, vous disiez... Vous vous êtes lancé à un moment donné dans cette aventure. Tout le monde reprend le mot d'aventure, donc je le reprends aussi pour vous poser la question. À quel moment et pourquoi surtout ? Donc, après avoir passé une quinzaine d'années dans un très beau groupe industriel, un petit peu comme un des autres intervenants tout à l'heure, dans lequel j'ai... Et Emmanuel Marciano, qui était à Boston aussi, oui, consulting. J'ai appris énormément de choses. J'ai eu envie d'avoir un impact plus fort et de vraiment mener une entreprise, développer une entreprise, créer des emplois, avoir un impact fort sur la société. Dans un domaine de rupture qui apporte dans la vie de chacun. Et aujourd'hui, vous êtes arrivée à quelque chose ? Vous êtes satisfaite ? Tout à fait ravie de l'évolution de Flugent. Quand je suis arrivée chez Flugent il y a 5 ans, donc peut-être pour positionner Flugent par rapport à cette technologie de la microfluidique, nous, on est l'expert dans le contrôle de ces liquides dans ces toutes petites dimensions. Voilà, ce n'est pas totalement évident de contrôler la façon dont ces liquides se déplacent dans ces dimensions très petites. Et Flugent a été le pionnier mondial, a été la première société au monde à développer une technologie qui est basée sur la pression pour contrôler la façon dont ces liquides se bougent dans ces tout petits canaux. Donc, encore une fois, rupture, une très forte propriété intellectuelle, des brevets, ça c'est un élément indispensable de l'aventure entrepreneuriale. Pour se différencier, pour se protéger. Et donc, Flugent, première entreprise au monde à développer cette technologie-là. C'est une technologie qui vient en remplacement de technologies qui étaient déjà existantes, comme les pousses-seringues. Je pense que tout le monde a déjà vu, enfin, beaucoup ont vu des pousses-seringues. C'est des choses qu'on voit dans des hôpitaux, par exemple. Des seringues qui sont poussées par un moteur, mais qui ne sont pas des technologies natives de la microfluidique. La technologie qui a été développée par Flugent est native, adaptée spécifiquement à la microfluidique.
Et donc, le challenge, c'est de remplacer la technologie qui existe, mais c'est aussi de permettre des applications qui ne sont pas possibles aujourd'hui avec les pouces-seringues. Et on est dans la deep tech, on est dans la rupture, on est dans l'innovation. Un des grands challenges, c'est qu'il faut convaincre les gens de changer leurs habitudes, de réfléchir autrement. Il faut évangéliser. Il faut vraiment faire changer les habitudes, et c'est ce qu'on s'est attelé à faire. Les gens, c'est quels gens? C'est les clients? Alors, nos clients, c'est le marché? c'est le marché, c'est les... Voilà, Merci beaucoup. Laurent, la parole est à vous. Vous venez aussi d'un grand groupe privé qui est Sanofi, où vous y avez passé de nombreuses années, je crois. Oui, moi, j'ai pas fait le saut. Je suis resté dans un grand groupe. Ça fait 30 ans que j'ai rejoint Roussel et Claf à l'époque, à 30 ans, qui est devenu une des sociétés, qui a constitué Sanofi, une des acquisitions de ce qui constitue aujourd'hui Sanofi. Dans le domaine des anti-infectieux à l'époque. On ne travaillait pas sur les virus, on ne posait pas la question. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui vous réunit avec Ifibo Therapeutics et Fluigen, cet accès à la recherche, aux startups qui reste un axe chez vous? Oui, alors déjà pour peut-être présenter ce que je fais aujourd'hui, donc Head of Integrated Drug Discovery, ça regroupe en recherche, c'est en recherche la chimie, la biologie, les tests, la modélisation, on en a entendu parler, l'intelligence artificielle, nous on préfère appeler ça l'augmented intelligence, la logistique et donc là principalement au niveau pour la recherche de nouveaux traitements contre le cancer. Mais on est aussi donc en contact avec l'écosystème extérieur pour regarder comment on pourrait appliquer dans nos processus de découverte des nouvelles technologies. Donc on est effectivement à la recherche de technologies de miniaturisation. En chimie en particulier, ça a un sens, on appelle ça la chimie verte. C'est limiter les quantités de solvants, augmenter la productivité pour les processus de production. Donc on est très, on va dire, friand et regardant de ce qui peut se passer, en particulier dans l'écosystème parisien au niveau des développements de nouvelles technologies. Ce n'est pas notre mission. Nous, on est là pour trouver des nouveaux médicaments, les développer, les commercialiser, mais on essaye d'être très, très proche des chercheurs de l'écosystème, que ce soit dans les milieux académiques ou dans les startups, bien évidemment. Et vous également, à titre personnel, je crois. Alors, à titre personnel, oui, je m'intéresse à une start-up qui a été présentée ici. Et j'essaye de donner un peu de temps et un peu de conseils et de soutien à cette start-up qui n'est pas dans le cadre des activités de Sanofi, je le précise. Vous êtes business angel, c'est comme ça qu'on dit dans le milieu? Pas encore. Mais bon, c'est en discussion, effectivement. Merci beaucoup, merci à vous trois. J'essaie de rattraper un tout petit peu le retard pris au départ. If you want to add something, Fred, feel free to do so. Yes, of course, I will take that opportunity. To all the researchers in France, I would like to convince them to join small companies, because in small companies you will learn more, you'll have more freedom, you'll have more fun, and perhaps a little bit more pressure. But I would go for it. France? On continue l'aventure, on continue à bâtir sur le succès de ces dernières années, cette image de marque de l'innovation française qu'on importe dans tout le monde, et on repart en mode start-up pour aller conquérir de nouveaux marchés pour lesquels on va apporter la microfluidique au plus grand nombre. Et vous, Laurent, un message pour ceux qui nous écoutent? Non, je pense qu'en France, il faut arrêter d'avoir des complexes. Je pense que Sanofi est implanté aussi à Boston, donc on est en contact avec des sociétés au MIT, à Cambridge, et il n'y a pas à rougir de la performance et de la qualité scientifique des startups ici. Et les deux exemples qu'on a vus, Energo et Chemia en particulier, connaît un petit peu, sont des parfaits exemples, donc il n'y a pas à rougir. Ce qu'il faut peut-être simplifier, c'est les financements, comment on supporte financièrement ces startups, parce que je pense que c'est là qu'on a un petit peu de retard peut-être par rapport aux États-Unis, mais en termes de science, il n'y a pas à rougir. Message d'optimisme. Merci à vous trois. Restez avec moi quelques minutes pour la conclusion. Monsieur Léviner, vous m'entendez? Oui, je vous entends. Vous avez écouté les débats et les témoignages qui vous ont été présentés et la table ronde d'introduction. Et
Et on écoute votre conclusion et le message que vous voulez vous aussi apporter à ceux qui nous écoutent. Oui, alors d'abord, première chose, on vient d'avoir quelques exemples de ce que la recherche peut permettre. Comme l'avait dit Emmanuel tout au début, et Alain Fuchs, la recherche, c'est la frontière entre le connu et l'inconnu, donc des innovations de rupture vont arriver sur des marchés où il n'y a pas de concurrents. Et donc, ce sont des opportunités extraordinaires. Les quelques exemples qu'on a vus sont des exemples tout à fait frappants. PSL a créé des pépites réellement qui sont en train d'éclore. Calixia, par exemple, dans le domaine de l'enrobage, qui va avoir un impact énorme dans le domaine de l'environnement et de beaucoup d'autres métiers. Ecosens, plus ancien, dans le domaine du diagnostic. On a eu Fluidgen, Hi-Fi Bio. Je ne veux pas donner la liste, mais on a énormément de très beaux projets qui sont prêts à se développer. Quelques conseils à ceux qui veulent se lancer. La première chose, évidemment, il faut avoir une idée. On ne crée pas une entreprise pour créer une entreprise, il faut avoir une idée. Il faut une équipe, impérativement. Ne croyez pas que vous êtes un bon chercheur, vous allez tout faire seul. Et on a un excellent exemple qui nous a été présenté. Emmanuel et Maximilien apportent des compétences complémentaires et c'est un des éléments clés du succès. Il y a des chercheurs qu'on a eu à PSL qui ont été bons des deux côtés. Éric Carrel, par exemple, pour ne pas le citer, qui a récemment repris Withings et qui transforme une magnifique aventure. Mais la combinaison de compétences est souvent une très grande importance pour le succès. Ensuite, la prudence, certes, à cause du Covid, mais se lancer dans l'aventure, c'est accepter de prendre des risques. Qui dit accepter de prendre des risques, cela veut dire accepter l'échec. On ne réussit pas à tous les coups. On essaye, on travaille dur, on essaye de réussir, bien sûr. Si ça ne réussit pas, il ne faut pas se jeter par la fenêtre du 12e étage. On a appris des choses avec l'échec et il faut bâtir dessus. Ensuite, ça a été évoqué par France, les brevets. Les brevets, c'est un élément fondamental dans la deep tech. Pourquoi ? Parce que, comme je vous le disais, la deep tech, c'est arriver sur des marchés où vous êtes le premier. Si vous ne protégez pas vos inventions issues du monde de la recherche, alors n'importe qui, une fois que vous avez le succès, va pouvoir vous copier. Et donc, il faut absolument penser à protéger vos innovations par des brevets. Ça ne gêne absolument pas les publications scientifiques. La seule chose, il faut déposer le brevet avant de faire la publication. Alors, bravo pour l'action de BPI qui, en quelques années, a réussi à contribuer de manière spectaculaire à l'évolution de la culture française, qui aimait bien tout ce qui est théorique, qui n'est pas trop ce qui est appliqué, encore moins ce qui était proche du monde économique. Bravo aux législateurs qui, en quelques années, en quelques dizaines, je devrais dire, nous a fait passer d'un système totalement bloqué qui a commencé à s'ouvrir, comme je le disais, avec la loi d'Aubert-Allègre, qui s'est améliorée au cours des années. Donc pour vous, jeunes chercheurs ou moins jeunes, ça peut arriver, n'hésitez pas, bâtissez votre projet, pensez à l'équipe, pensez au brevet et allez-y, les chances de succès sont devant vous. Ne vous tuez pas s'il y a échec, rebondissez, vous aurez appris beaucoup par vos échecs. Merci beaucoup, Monsieur Le Wiener. Donc on a compris, tomber parfois, se relever souvent. Cet après-midi continue avec une série de 3 workshops, à savoir numéro 1, chaîne de financement des startups Deep Tech, formation des talents pour la Deep Tech et Deep Tech, Biotech, Clean Tech et autres. Vous apprendrez tout dans le 3e atelier. Il me reste qu'à vous remercier. Merci Monsieur Le Wiener, merci à vous 3. Merci à vous de m'avoir écouté et restez connectés. Les ateliers arrivent dans peu de temps. Merci à vous.